Nous sommes maintenant entrés dans une période très critique de notre histoire, de l'histoire de l'humanité, et avec cette menace nucléaire qui est maintenant plus que présente, plus qu'avérée. Est-ce qu'on est réellement en danger? Pour moi, il n'y a pas de doute quant à la situation. Et donc, si on se pose la question de la possibilité d'un conflit nucléaire, ma réponse est simple, c'est oui. Et je vais vraiment expliquer pourquoi je dis ça. Et si à la fin de notre entretien, je dirais, de mon point de vue, ce qu'il est possible de faire pour éviter cela. Mais quand je réponds par l'affirmative, je viens expliquer que ce n'est pas un point de vue. Et donc on va parler d'éléments factuels pour comprendre. Parce que beaucoup de personnes oublient ou connaissent mal l'histoire. Et si on connaît mal l'histoire, on risque de ne pas comprendre non seulement notre présent, mais l'avenir. Je vais être sur des choses très factuelles. Tout le monde peut avoir accès dans les livres d'histoire, mais disons que je vais citer des sources de Wikipédia. D'abord, la guerre nucléaire a failli se produire par accident à de nombreuses occasions. Beaucoup de gens ne le savent pas. À 14 reprises, entre 1956 et 1962, entre les États-Unis et l'Union soviétique, simplement à la suite de fausses alertes. 14 reprises. Fausses alertes, erreurs humaines ou informatiques. Parmi celles-ci, 11 étaient des incidents durant la phase la plus critique de la crise des missiles à Cuba. Aux heures les plus graves du conflit frontalier sino-soviétique de 1969, des sources soviétiques attestent qu'une attaque nucléaire contre l'Aube Nord a été envisagée. Henry Kissinger, dans ses mémoires d'ailleurs, à la Maison-Blanche, écrit qu'en janvier 1969, le président Nixon fut consulté par les soviétiques pour une éventuelle frappe préventive sur les installations nucléaires chinoises, ce qu'il refusa. En 1973, durant la guerre de Kippour, c'est très récent tout ça, des rumeurs non confirmées indiquent qu'Israël était prêt à faire usage de l'arme atomique alors que la situation sur le front du Golan était critique. En 1983, une défaillance des systèmes d'alerte soviétiques faillit amener à une frappe préventive qui ne fut évitée que par la décision de Stanislav Petrov d'ignorer l'alarme. Il s'en est fallu de rien pour déclencher une guerre nucléaire encore. À la suite d'attentats, la confrontation conventionnelle et nucléaire atteint son paroxysme en mai-juin 2002 entre l'Inde et le Pakistan, il y a 20 ans. Il s'agit alors de la plus grande menace de guerre nucléaire depuis la crise de Cuba en 1962. Donc tout ça, ce sont des éléments factuels. Juste encore une chose pour terminer, c'est important. Il y a 77 ans, c'était le 9 août 1945, la ville de Nagasaki fut soudainement transformée en un champ de ruines. Larguée depuis une altitude de 9600 mètres, une seule bombe atomique explosa à 500 mètres. 500 mètres d'altitude, c'est pour qu'elle fasse un maximum de dégâts. Émettant des rayonnements de chaleur de plusieurs milliers de degrés Celsius et provoquant un souffle d'une force terrible, frappant la population civile, évidemment notamment les femmes, personnes âgées, les enfants, etc. Tous les civils sans défense. Quelques 74 000 personnes furent tuées, 75 000 furent blessées. Mais depuis, les cas de cancer et de leucémie provoqués par les radiations ont fait de nombreuses autres victimes. Et même plus d'un demi-siècle après, les survivants de la bombe atomique souffrent encore d'une anxiété constante quant à leur état de santé physique et mentale. Ils se sentent traqués par la mort. 3 semaines après l'essai réussi de Trinity, pour bien comprendre ce contexte aussi de l'utilisation, parce que là aussi, il faut quand même comprendre qu'il y a eu des accidents qui ont été évités de justesse, et il y a eu des décisions où il s'en fallait d'un fil pour que la guerre soit déclenchée, guerre nucléaire, et puis il y a eu l'utilisation de l'arme nucléaire. Pas le perdre de vue.
Donc dans la matinée du 6 août 1945, le président Harry Truman, qui a succédé à Franklin Roosevelt, qui est décédé le 12 avril de cette époque, donne l'ordre de larguer une bombe atomique sur un objectif civil, la ville d'Hiroshima, avec pour objectif clair de faire capituler le Japon. Comme quoi, je vois bien qu'on a pris cette décision pour mettre un arrêt total. Même aujourd'hui, les raisons de cette décision sont loin d'être parfaitement connues. Il faut en effet se rappeler que le projet, c'est le projet Manhattan, visait initialement l'Allemagne et non pas le Japon. Initialement, c'est ce qui était prévu, que ça se fasse sur l'Allemagne. Alors, l'explication officielle, celle à l'origine de Truman, soutient que la capitulation du Japon fut ainsi réalisée en évitant de lourdes pertes américaines, un débarquement sur les côtes japonaises ayant été évalué à plusieurs centaines de milliers de victimes au sein des forces américaines. C'est pour ça que la bombe réglait le problème. Pour d'autres, c'est l'imminence de la déclaration de guerre de l'URSS au Japon prévue lors des accords de Yalta 3 mois après la capitulation de l'Allemagne. C'était le 8 août 1945, qui est donc le facteur déterminant. Avec leur nouvelle puissance nucléaire, les États-Unis pouvaient écourter la guerre et n'avaient plus besoin de composer avec un allié encombrant qui voulait en partager les profits. Ce fut le point de vue d'Eisenhower pendant la guerre, au début de la guerre froide, aussi du prix Nobel de physique Patrick Blackett. En fait, pour finir, parce que c'est important de situer les choses, de connaître vraiment notre histoire contemporaine. On se rend compte qu'on vit avec ce danger nucléaire qui n'est pas hypothétique, qui est avéré, qui a déjà été utilisé. Cette bombe fut surnommée par l'armée américaine Little Boy. Et la bombe à l'uranium enrichi détonna en expulsant une énergie équivalente à 15 millions alors c'est 15 000 tonnes de TNT. Hein, bon. Le département de l'énergie américaine estime quant à lui le nombre de personnes tuées environ à 70 000 et environ 200 000 au moins personnes supplémentaires dans les 5 années qui ont suivi, évidemment. Le 9 août, 3 jours plus tard, Truman donne l'ordre de larguer une seconde bombe. La ville, alors c'est important, beaucoup de gens ne le savent pas, de Kokura, qui actuellement s'appelle Kitakyushu, je ne prononce pas très bien le japonais, étant la cible primaire. C'est cette ville qui était visée au départ. Mais celle-ci étant recouverte par des nuages, c'est Nagasaki qui était la cible secondaire qui est alors visée. Lors d'une éclaircie, tout simplement. Le bombardier, d'ailleurs, lors de cette éclaircie, le bombardier confond les usines Mitsubishi sur les quais du port avec la cathédrale chrétienne. Et la bombe larguée, cette fois-ci, est au plutonium à une puissance de 22 000 tonnes de TNT, enfin quelque chose d'énorme, et est surnommée Fatman, dire que c'est une puissance encore supérieure. Et donc, tout comme Hiroshima, le nombre de décès est difficile à estimer. Évidemment, c'est par des dizaines, voire centaines de milliers de personnes tuées ou blessées et des traumatismes. Et en fait, il faut savoir, c'est que les deux bombes ont explosé à environ 500 mètres d'altitude afin de maximiser leur effet. Il faut vraiment comprendre. C'est-à-dire que non seulement on utilise l'arme nucléaire, mais comment faire pour qu'elle fasse le plus de dégâts possible. Ça a été fait. Et donc le 15 août, le Japon accepte la capitulation sans condition. Les actes de capitulation du Japon sont signés le 2 septembre 1945. Façon de mettre fin à cette guerre, sauf qu'on ne met pas fin à la guerre de cette façon. Alors, il y a une question que j'aimerais te poser parce que l'origine, la racine de tout cela, c'est l'ego. Mais quand on est poussé par l'ego pour conquérir, pour gagner une guerre, il y a quelque chose de fondamentalement pas intelligent dans le fait de déclencher aujourd'hui, vu les rapports de force, une action nucléaire qui va déclencher une riposte contre soi et qui peut potentiellement déclencher une destruction de la planète tout entière. Et pourtant, on a affaire à des êtres qui ne sont pas inintelligents.
Poutine qui a déclenché cette guerre en Ukraine est tous sauf quelqu'un de bête. Donc commencer à brandir cette menace et déclencher potentiellement cette destruction qui aujourd'hui est massive parce que la puissance des armes nucléaires elle est décuplée, tout peut aller très vite, ça engendrerait aussi nécessairement une riposte et donc un anéantissement de la planète. Donc quel sens cela? D'abord, je crois qu'il faut être clair sur le point de départ. Pour ma part, je ne crois pas qu'il y a une personne qui a déclenché la guerre. Il faut être clair. C'est un processus. C'est un processus qui va crescendo, crescendo, et qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est rendu visible, mais c'est un processus. Et il faut bien comprendre qu'on est en guerre depuis longtemps. En fait, on n'est jamais entré vraiment en paix. Et ce qui est important de voir aussi, c'est que les Américains, le premier, ont utilisé la bombe nucléaire. Ils l'ont utilisée à plusieurs reprises. Et personne ne nous dit qu'ils ne seraient pas capables de le refaire. Donc, de mon point de vue, il faut prendre du recul avec ce qui se passe et comprendre que ce problème n'est pas le fait de telle ou telle personne. On a un problème plus global. L'histoire nous montre qu'en fait, ceux qui ont eu accès à cette arme l'ont utilisée. Et si on remonte depuis l'histoire de l'homme, toutes les armes que les hommes ont créées les ont utilisées. Et donc les armes les plus destructrices, puisqu'on le voit bien, les plus dangereuses, les armes chimiques, l'arme nucléaire, et on l'a refait. Et si on devait se poser la question de se dire, mais est-ce qu'il est concevable que cela se reproduira? Ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est plutôt quand cela va-t-il se reproduire? Car bien sûr que cela se reproduira. Pour que ça ne se reproduise pas, il faudrait qu'il se passe quelque chose de puissant, que l'homme devienne sage, mais on en est très loin. Donc il ne s'est rien passé de ce côté qui peut contrecarrer cela. Alors, tout ça, bien sûr, ce problème de la guerre, ce problème du climat, etc., on voit bien que ce n'est pas une question, quand on parle d'intelligence, on parle surtout, quand on place ce terme, de dire les capacités intellectuelles. On a des capacités intellectuelles. Je ne crois pas qu'on soit intelligent. Pour moi, j'ai une autre définition de l'intelligence. Notre intelligence, pour moi, c'est notre capacité à vivre en harmonie avec soi, avec les autres, avec notre environnement. De ce point de vue-là, on a encore beaucoup de travail à faire. Donc je ne crois pas qu'on ait atteint cette intelligence qui vient du cœur, qui n'est pas une intelligence intellectuelle. Au niveau de l'intellect, c'est autre chose. Ce sont des capacités qui nous donnent la possibilité de nous développer sur le plan technologique, ce que l'on a fait pour le meilleur comme pour le pire. Et le problème, c'est que quand on a de telles capacités et que notre ego, influencé par ces comportements barbares et ces comportements de compétition, etc., eh bien, ça nous amène à cela. Et on est capable de se détruire. On voit bien ce qui s'est passé. Les Américains, à l'époque, ont fait le calcul en disant, voilà, cette guerre nous occasionne encore plus de problèmes, donc on élimine voilà, cette ville, on envoie un grand avertissement en disant maintenant on arrête, etc. Ils n'ont pas hésité de le faire. Donc, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui a servi de leçon pour dire on arrête. Qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, c'est la course au nucléaire. Et d'autres puissances ont voulu avoir aussi l'arme nucléaire. Et c'est ce qui s'est passé. Et même si à un moment, les puissances nucléaires ont dit stop, on arrête tout ça maintenant, on empêche les autres d'avoir, mais ça continue. L'Iran de son côté, la Corée du Nord, etc. Et donc, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer avec tout cet arsenal dans la planète et des gens qui veulent en découdre? L'histoire nous le montre. Donc ce n'est pas le fait d'être alarmiste. Il faut bien comprendre, c'est pour ça que j'ai cité des éléments factuels. Je ne veux pas qu'on confonde un point de vue qui sera un point de vue personnel et les faits qui relèvent vraiment de l'histoire. L'histoire nous a montré, si on se dit, comme je parlais des armes, l'être humain a utilisé toutes les armes. L'arme nucléaire, on l'a utilisée plusieurs fois et on a évité plusieurs fois la catastrophe.
Donc, aujourd'hui, je crois qu'il faut être vraiment très lucide et sortir de la polarisation. De ne pas simplement... Parce que sinon, on se met dans un camp ou dans un autre, et en fait, les deux camps sont perdants. Il n'y a pas un gagnant, il n'y aura pas un gagnant, il n'y aura pas un perdant. Et il n'y a pas un grand coupable et un qui ne le serait pas. Voilà, du point de vue aussi des Russes, eh ben, les Américains ont utilisé l'arme nucléaire la première, déjà en premier et l'ont utilisée plusieurs fois. Et de leur point de vue, ils ont peut-être des raisons de dire, rien ne nous dit qu'ils ne seraient pas capables de le faire encore. Voilà, etc. Donc, on réalise que derrière tout ça, il y a des intérêts. Alors, si certains pensent que leurs intérêts sont menacés et qu'ils l'utilisent pour cela, donc, pour moi, en fait, tant qu'on est dans cette logique de guerre, de rapport de force, on va continuer à se battre avec les armes que l'on a. On a des armes nucléaires, on les a utilisées, on les utilisera encore. La question, ce n'est pas de se dire si ça va se refaire, mais quand. Et on a un petit peu une réponse en ce moment. Pour moi, la réponse, c'est simplement à tout moment, ça peut se produire. Si on considère les choses ainsi, ça veut dire que quelque part c'est inévitable, il faut en passer par là pour arriver à instaurer la paix, à vraiment retrouver ou trouver la paix. Alors, je ne dirais pas que c'est inévitable. Je dis que si on reste dans ce système, on ne va pas en sortir. Mais de mon point de vue, il existe une solution. Il n'y en a pas 36. Là aussi, l'histoire nous l'a montré. On a beau avoir fait la paix, entre guillemets, c'est-à-dire pour moi arrêter la guerre, mais arrêter la guerre, c'est pas faire la paix, parce que tant qu'on n'est pas en paix avec soi-même, on ne peut pas faire la paix avec les autres. Donc, ce problème, de mon point de vue, on peut le résoudre, mais jamais de la façon dont on s'y prend. C'est-à-dire pas par la diplomatie. Par la diplomatie, c'est nécessaire dans le monde dans lequel on est, dans les relations mentales et tout, mais on calme le jeu. On va tâcher de trouver un consensus. Et puis, quand on va trouver un équilibre pour que nos intérêts soient préservés, ça va fonctionner un temps. Et puis, ça bouge. Un moment, un déséquilibre va se créer, et puis nos intérêts seront de faire autrement. Et le moment où notre intérêt sera plutôt de faire la guerre avec notre ancien allié, eh bien, on le fait. C'est pour ça, tant qu'on est dans cette logique. Donc, de mon point de vue, il existe une vraie solution, mais il faut sortir de ça. Il faut sortir de cette dimension du mental. Et de ne pas rentrer dans ce piège, ou plutôt en sortir. Le problème n'est pas de savoir, de rentrer dans ce conflit et de se positionner là-dedans. Ça ne sert à rien. Tout le monde est perdant. Tout le monde sera perdant. Il n'y a pas de gagnant. Ou plutôt, il n'y en a qu'un. Au final, c'est l'ego. Et l'ego s'en fiche. Dans quel camp? C'est lui qui gagne, c'est lui qui manipule. C'est cette soif de pouvoir qui fait qu'on avance dans le mur et finalement on va à la catastrophe. Donc, la solution, parce que je crois que ce chaos final est quand même évitable. Tu vois, j'avais parlé, j'ai fait cette vidéo 2022, l'éveil ou le chaos, et on est vraiment, on sent qu'on est vraiment dans cette tension. Eh bien, c'est l'éveil. Et l'éveil, c'est pas de dire « moi, je sais qui a raison, qui a tort ». C'est pas ça. L'éveil, c'est de comprendre que ces guerres qui existent dans le monde, elles viennent de nous. Elles viennent du mental. Elles viennent de nous tous, de toutes les personnes qui ne sont pas en paix avec elles-mêmes. Quelqu'un comme Vladimir Poutine, s'il était en paix avec lui-même, il ne pourrait pas faire la guerre avec le monde. Mais il n'est pas le seul, je le dis. Les autres en face, c'est la même chose. On ne peut pas faire ce genre de choses. On ne peut pas. C'est juste impossible. Les Américains, c'est pareil. À l'époque où ils envoyaient cette bombe nucléaire, c'est juste quelque chose d'impossible. Mais il faut s'élever pour cela. Il faut passer à un autre stade, un autre niveau de conscience. Voilà. Et pour moi, il n'y a pas d'autre issue. Le reste est un leurre. Voilà. Donc, pour être efficace concrètement, pour agir, il faut apprendre à faire la paix en soi. Faisant la paix en soi, on va la sentir grandir à l'intérieur de soi, on pourra la partager autour de soi, on pourra la propager dans le monde. Et c'est bien pour cela, tu le sais bien, puisqu'on le fait ensemble,
qu'on a initié ces groupes de méditation pour la paix, on agit sur un certain niveau de conscience qui permet de façon très concrète de rendre cette énergie de paix, de permettre de la faire circuler en nous, autour de nous et dans le monde. À cela, je crois définitivement. Car c'est en éveillant notre conscience, c'est-à-dire en s'élevant sur un autre plan, que l'on pourra enfin établir un monde de paix. Mais ce monde de paix que l'on veut voir autour de nous, il n'existera jamais s'il ne se révèle pas à l'intérieur de nous. Et donc tu animes une méditation pour la paix tous les samedis, je le rappelle, à 14 h, heure de Paris, qui est diffusée en ligne, à laquelle on peut participer où que l'on se trouve dans le monde, seul ou même à plusieurs, idéalement à plusieurs, en groupe. On peut aussi créer des cercles de méditation pour la paix et la pratiquer aussi tous les jours et se retrouver donc les samedis à 14 h, heure de Paris, en ligne, à distance, pour créer ensemble, participer, contribuer à cette énergie de paix, puisqu'il faut qu'elle grandisse de façon suffisamment conséquente pour pouvoir être plus forte que la guerre et que la violence. Absolument. Et en fait, on a mis en place non pas des kits de survie, mais des kits de méditation pour la paix, qui sont encore plus efficaces, parce que c'est pour la survie de la planète, et c'est très efficace, bien sûr. Et comme tu le disais aussi, il y a de plus en plus de personnes qui participent, et on a des retours de gens qui le faisaient parce qu'ils disaient « ça ne peut pas faire de mal », mais ils réalisent que ça fait vraiment du bien pour eux, autour d'eux, et ils commencent à prendre conscience, ils le sentent, que ça va marcher. Ça va marcher. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, cette violence que l'on voit dans le monde et qui se manifeste par toutes ces exactions et allant au paroxysme par ces problèmes de guerre et de guerre nucléaire qui sont déjà produites et qui peuvent se reproduire, elles viennent de nous. Elles viennent de l'être humain. Ce n'est pas des extraterrestres qui appuient sur le bouton, qui ont envoyé des bombes. C'est l'être humain. Et donc, on peut faire tout le contraire. La guerre existe, la paix aussi. Il faut choisir son camp. Ce n'est pas le camp de dire on est pour les Russes, contre les Russes, pour les Américains. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Toutes ces personnes sont en conflit avec elles-mêmes. C'est pour ça qu'elles sont en conflit. Et aujourd'hui, il faut que cesse cela. Il faut cesser d'être en conflit avec les autres. Il faut aujourd'hui être dans des relations d'apaisement. Il faut des relations d'amour, c'est ça dont on a besoin. Il faut cesser, en fait, de se dresser les uns contre les autres, mais plutôt s'aimer les uns les autres. C'est vraiment important. Et pour y parvenir, il faut s'élever en conscience. Il faut que cette énergie quitte ce centre du 3e chakra, où on est obsédé par la guerre, obsédé par le pouvoir, pour s'élever au niveau du cœur. Et c'est pour ça que c'est essentiel de comprendre qu'aujourd'hui, on a aussi une chance extraordinaire. C'est de pouvoir faire ce basculement. Beaucoup de personnes, notamment dans la sphère spirituelle, ont l'impression que ce basculement est quelque chose d'un peu automatique, il va se faire. Il ne va pas se faire ainsi. Il va se produire que si nous faisons vraiment ce travail à l'intérieur de nous. Si nous ne voulons pas que ce monde se plonge dans le chaos, alors il nous faut sortir de notre chaos intérieur, quitter cette dimension de l'ego, de la peur, mais aussi de la guerre qui est en nous, pour s'ouvrir à l'autre. Et cette fois-ci, laisser cette énergie monter dans le cœur pour avoir des vraies relations de paix et d'amour. Cesser de se dresser les uns contre les autres, mais plutôt s'aimer les uns les autres. Voilà le message que je voudrais faire passer, et de dire que cela est possible. Non seulement cela est possible, mais c'est la seule solution. Et c'est en même temps une chance. Car il nous faut atteindre ce niveau critique pour susciter ce désir puissant d'éveil.
Et beaucoup de personnes y parviendront parce que cette situation le permet. Saisissons cette situation comme une opportunité d'éveil personnel et aussi collectif.